BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans l'univers des blockchains et des cryptos. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, pour remonter l'ensemble de l'actualité de la semaine, les grands enjeux du moment et à venir pour les cryptos, grâce à nos talents à nous, nos talents non fongibles, nos NFTs exclusifs des pros des cryptos. Ils nous rejoignent, comme chaque semaine, Thibaut Boutroux, directeur des opérations de Meria. Il s'installe. Également pour nous accompagner cette semaine, salut Thibaut, bienvenue. Bonjour. Charles-Aubert Couturier qui est aussi à nos côtés aujourd'hui, il est membre de Blockchain Partner by KPMG, bienvenue à lui. Charles-Aubert Couturier et Thibaut Boutroux donc pour analyser l'ensemble de l'actu de la semaine, et elle a été sacrément riche l'actualité, notamment ces dernières heures. Finalement donc, fin du suspense, les ETF Ethereum Spot sont validés par la SEC. On va très largement en parler. On parcourra aussi l'ensemble des titres de la semaine dans un instant. Mais d'abord, Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Analyse technique indépendant. Donc Vincent, finalement, encore largement inespéré en début de semaine, c'est fait. Les ETF, Ether Spot américains ont été validés par le régulateur boursier. Comment expliquez-vous, malgré tout, parce que c'est peut-être paradoxal, le repli des cours du Bitcoin depuis 24 heures alors que ces ETF Ethereum ont été validés? Alors j'ai plein d'explications, mais je vais essayer d'être rapide, cher Guillaume. Effectivement, pour être précis, c'est l'approbation de 8 formulaires, les 19 B4, c'est-à-dire par la SEC, la SEC, comme vous dites, qui ont permis d'entrer dans la dernière ligne droite de la cotation des ETF Ethereum Spot, alors qu'on attend d'ici quelques semaines, ça n'a pas commencé. Je reprends votre adjectif, effectivement, c'est assez inespéré, en tout cas, ça l'était encore il y a quelques jours. Alors, je réponds à votre question directement. Comment expliquer le repli du cours du Bitcoin et du prix de l'Ether depuis hier? Alors, tout d'abord, c'est un simple repli court terme. Dis-vous bien les choses, c'est que la mise en place des ETF, ça cadre la tendance de fond. Et cette tendance de fond, elle est haussière. On la savait pour Bitcoin, on avait un doute pour Ethereum, on n'en a plus. Maintenant, deuxième point, le repli depuis hier, il est lié, comme d'habitude, aux corrélations interclasses d'actifs, le repli du marché action hier. Vous savez, tant qu'il y aura des doutes quant à la désinflation US, eh bien, le cours du Bitcoin et le cours de l'Ether auront des difficultés à réaliser un breakout de leur ancien record historique. Donc, on est dans cette phase latérale de pause depuis la mi-mars. Et je peux même dire que d'une certaine façon, hier, le oui de M. Gary Gensler a permis de limiter la casse. Et enfin, troisième point, sur le plan graphique, vous l'avez bien écrit sur votre antenne depuis 3 semaines, depuis le mercredi 1er mai, le cours du Bitcoin est en reprise. Et cette reprise reste le facteur technique dominant. En tout cas, moi, j'y crois. Donc, le support technique des 65 000 $ est préservé. Sur plus longue période, comment est-ce que vous imaginez évoluer le cycle relatif, le rapport aussi entre le jeton Ether et le Bitcoin, Vincent? Alors, vous savez, au sein de l'écosystème, le grand rattrapage d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors on en doutait encore dimanche dernier, on en doutait, personne n'attendait l'arrivée des ETF US. Maintenant il y a égalité, chacun part avec les mêmes bases. Il y a les ETF US pour BTC, pour ETH, c'est la même chose d'ailleurs à Hong Kong. Maintenant effectivement oui, moi j'y crois depuis longtemps, donc je vais pas non plus mais j'y crois encore et je pratique l'analyse technique sur le ratio Ethereum Bitcoin et là j'ai des vrais signaux de renversement haussier, donc oui je pense que c'est le moment de rééquilibrer son portefeuille. Vincent Gann avec nous régulièrement, analyse technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. Et donc oui bien sûr c'est le titre à la une cette semaine des pros des cryptos. Les ETF Ethereum Spot sont donc approuvés. Qui l'eût cru, même en début de semaine. Quelle volte-face de la part de la SEC? Pourquoi cette volte-face? On va poser la question, l'interprétation de nos pros des cryptos dans un instant, puis surtout ce nouveau champ, ce nouvel horizon qu'offre la validation des ETF Ethereum Spot désormais pour l'écosystème. On se demandera d'ailleurs si la SEC, du coup le gendarme des marchés américains, se trouve de plus en plus marginalisé. Est-ce que la SEC est de plus en plus marginalisée? C'est ce que laisse à penser cette validation. Et puis en plus, on a une réglementation américaine qui pourrait finir par voir le jour et qui contribuerait à marginaliser encore plus la SEC. On vous explique tout dans un instant. Et puis une histoire de pizza aussi à la une des pros des cryptos cette semaine. C'était le 14e anniversaire cette semaine du Bitcoin Pizza Day. Vous avez bien entendu, le Bitcoin Pizza Day. Si vous êtes un adepte de la communauté, vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Mais on a aussi de plus en plus de nouveaux fidèles au rendez-vous. On vous expliquera pourquoi les cryptos et les pizzas, ensemble, ça fait un cocktail assez étonnant. Et surtout, ça participe à l'histoire, la mythologie qui soude les adeptes des cryptos. Donc le Bitcoin Pizza Day, en long, en large et en travers, ce sera dans quelques instants. Bienvenue à tous, les pros des cryptos. S'enclenche votre machine à refaire l'actu de la semaine. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là, nos deux pros, cette semaine, pour analyser l'ensemble de l'actualité. Charles-Aubert Couturier, salut Charles, bienvenue. Bonjour Guillaume. Et Thibaut Boutroux,
qui nous rejoint depuis sa Moselle chérie. Il a à nouveau fait le déplacement à Paris. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ravi également de vous retrouver. C'est quand même la divine surprise cette semaine, effectivement. Donc finalement, feu vert aux ETF Ethereum Spot. C'est validé. Peut-être votre réaction, Thibaut. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez senti le vent tourner cette semaine? On était très pessimiste sur un feu vert possible de ces ETF et finalement tout s'est retourné en milieu de semaine. Ouais, bah écoute, je me voyais déjà expliquer pourquoi c'était pas si dramatique, que c'était pas approuvé. Donc finalement beaucoup de surprises. On se rend compte que c'est surtout une décision qui est politique et de l'impact que la politique est en train d'avoir sur le sujet côté américain. Voilà, dans tous les cas, je pense que l'effet inverse n'aurait pas été dramatique pour le marché, mais en tout cas, c'est une bonne surprise et ça va nous permettre d'avoir des signaux très positifs pour la suite. Je m'attendais à avoir un été un peu plus calme, bah, finalement, ce sera peut-être pas le cas. Vous avez été surpris aussi, Charles, on imagine. Ouais, exactement. Ouais, de la même manière, surpris par ça et par les autres news qu'on va dépiler juste après. Et est-ce que le feu vert aux ETF Ethereum Spot va renforcer, du coup, on est aux États-Unis, l'attrait des États-Unis et renforcer donc la primauté américaine sur le marché crypto? C'est là-bas que sont déjà les géants des cryptos. Est-ce qu'ils le seront encore plus avec ce type de signaux et de décisions, Charles? Alors, pour moi, la réponse est clairement oui. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ça consacre une forme de nouvelle manière de distribuer de la crypto et notamment de l'Ether via les supports d'investissement type les ETF. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça va pousser de toute manière des géants de la finance de travailler de plus en plus avec des acteurs natifs de l'écosystème, donc des Coinbase ou autres, qui vont pouvoir aider dans la gestion. Et là-dessus, ça ouvre la voie, j'allais dire, à un tout autre usage également de les cryptoactifs, qui n'est pas seulement sur une partie de support d'investissement, mais également qui va être sur la transformation de la finance et de l'échange de la valeur au sens large sur Internet. 2 éléments supplémentaires juste à mettre en avant. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul et c'est pas forcément seulement la news de l'ETF ETH qui est importante cette semaine. Ce qui est très important, c'est la partie finalement immergée de l'iceberg. Ce qui est important, c'est les 2 autres réglementations qu'on a vues émerger, que ce soit SAB 121, donc sur les normes comptables la semaine dernière, où il y a une invalidation d'une proposition qui visait à renforcer les exigences sur les normes comptables, et d'autre part, notamment surtout l'émergence de la réglementation FIT 21, on va revenir dessus je pense juste après, mais qui ouvre la voie à une forme de cadre réglementaire pour les cryptos. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Incroyable. Oui. Dites donc, le vent tourne vraiment de tous les côtés là, sur les ETF Ethereum Spot et peut-être une réglementation plus claire à venir aux États-Unis. On détaillera ça dans un instant. Mais restons d'abord sur ces ETF. Quel impact la validation aura-t-elle sur l'avenir de l'Ether et d'Ethereum? C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose effectivement cette question qui claque, qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Crypto, également notre chaîne YouTube BFM Crypto à laquelle vous pouvez vous abonner. Charles et Thibaut, êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Voici la question crypto qui claque de la semaine. Les ETF Ethereum Spot sont validés. Si vous pouviez, basculeriez-vous une partie de vos ETF Bitcoin vers ces nouveaux ETF Ethereum? Ah, oui ou non? Je vous laisse un instant de réflexion, messieurs. Qui dégaine le premier? Si vous pouviez, je dis si vous pouviez parce qu'en Europe on ne peut pas investir dans les ETF Bitcoin et Ether. Mais enfin si on était américain quoi, est-ce qu'à vos yeux il faudrait effectivement basculer une partie des ETF Bitcoin qu'on a peut-être acheté vers ces ETF Ethereum? Thibaut? Moi j'aurais tendance à dire non. Pour moi, deux actifs différents, donc c'est pas la même poche. Charles? Ouais, je suis assez d'accord. Déjà, on vent jamais son Bitcoin. Exactement. On vend jamais son Bitcoin. Et à la limite, on peut s'exposer à l'ETF Ethereum, mais pas en rotation. Un peu de sourire dans cette pression très très forte et cette tension sur le plateau de BFM Crypto. Vous aussi d'ailleurs, vous avez peut-être un avis tranché, aussi tranché que nos experts sur cette question. N'hésitez pas donc à continuer de participer, répondre à cette question qu'on vous pose sur les réseaux et nous laisser aussi et surtout peut-être même vos arguments en commentaire. On rebondit dessus chaque semaine. Ouais, on ne vend jamais ses bitcoins. Ce sera peut-être la phrase de la semaine dans les pros des cryptos. Mais la question sous-jacente, c'est de savoir si la validation des ETF va véritablement changer l'avenir, transformer l'avenir d'Ether. Une évolution du cours d'Ether peut être à la hausse, plus à la hausse que s'il n'y avait pas eu la validation et surtout sur la collecte. Est-ce que l'impact, à vos yeux, messieurs, de ce feu vert de la SEC sera aussi fort qu'il l'a été pour le Bitcoin sur l'Ethereum et sur l'Ether? Charles? Oui.
Alors, juste, faut prendre, je pense, un tout petit pas de recul sur les ordres de grandeur. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est quand même 50% de la market cap des crypto-actifs. Donc, c'est quand même l'actif qui est le plus liquide, le plus distribué. Alors que aujourd'hui, l'Ether est la deuxième crypto-monnaie la plus distribuée, mais elle représente 16 à 17% aujourd'hui de la market cap des crypto-actifs. Donc, on n'est pas sur le même ordre de grandeur, le même marché. La deuxième chose que je dirais, c'est quand même que la proposition de valeur n'est pas exactement la même. Elle est peut-être un peu plus complexe à appréhender pour Ethereum, puisque les usages sont beaucoup plus génériques, il y a beaucoup plus de choses à faire avec, alors que sur Bitcoin, on reste sur une proposition de valeur très simple à appréhender et très claire. Donc j'allais dire que là-dessus, il y a des dynamiques un peu différentes. À court terme, il va y avoir pas mal d'incertitudes. On retombe sur les mêmes dynamiques que pour l'ETF Bitcoin, avec le fonds Grayscale qui va se transformer en ETF, et donc peut-être des personnes qui vont prendre des profits si c'est possible ou autre. Donc ça, il y a une forme d'incertitude sur le court terme, et notamment la distribution aussi. Est-ce qu'elle a été aussi efficace pour l'ETF Bitcoin, vu la surprise qu'il y a eu pour pas mal des distributeurs. Après, sur le moyen long terme, j'allais dire un nouveau canal de distribution, forcément, ça peut pousser la demande à la hausse pour l'Ether. Oui, alors vous tous, vous avez voté également, on va regarder vos réponses, effectivement. Et est-ce qu'à vos yeux, si vous pouviez, si vous étiez américain notamment, est-ce qu'à vos yeux, il faut maintenant basculer une partie de son investissement en ETF Bitcoin vers les futurs ETF Ethereum? Vous avez été nombreux à voter, voici vos réponses. Vous êtes une majorité à estimer que... Bien, la réponse n'apparaît pas, mais elle va apparaître dans un instant. À estimer que non, il ne faut pas basculer ces ETF Bitcoin vers les ETF Ethereum. Enfin, c'est quand même un peu serré, 55% non, 45% oui. Donc il y a quand même une tentation. Et on entend parler depuis quelques mois d'un possible rattrapage, malgré tout, d'Ether qui a accumulé un petit peu de retard face au Bitcoin, Thibaut. Bon, qui sait? L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Enfin, même... Et est-ce qu'il faut, on peut aller plus loin d'ailleurs sur cette question de la validation des ETF Ethereum, est-ce qu'il faut y voir dans cette validation un appel du pied de la part de l'administration en place aux États-Unis, l'administration Biden, vis-à-vis de la communauté crypto? Est-ce qu'à quelques mois de la présidentielle, on peut se dire qu'effectivement cette validation, c'est aussi une façon de ramener à soi un certain nombre d'électeurs de la communauté crypto de la part des démocrates? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est clair qu'un retournement... aussi rapide, il y a forcément eu à un moment donné une décision politique derrière qui a fait basculer. Ça montre aussi que tout le clan Biden ne partage peut-être pas forcément sa position qui est plutôt anti-crypto et qu'il y a parmi les démocrates certains qui ont une position qui est beaucoup plus nuancée. On l'a vu aussi d'ailleurs sur les votes qu'il y a eu à la Chambre cette semaine. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et après, j'ai envie de dire non dans le sens où c'est pas parce qu'il y a cette décision que du jour au lendemain, Biden et certains de son clan ont totalement aussi changé leur opinion sur le sujet. C'est pas pour autant qu'il a compris qu'il y avait un enjeu politique, je pense, à apporter un peu plus de nuances et mettre un peu d'eau dans son vin, mais je pense pas que c'est pour autant qu'il a changé complètement son opinion sur le sujet. Oui, mais voilà, quand même, on l'attendait pas, et finalement, revirement en milieu de semaine en faveur des ETF Ethereum. Est-ce que ça ouvre la boîte de Pandore du coup? Est-ce que maintenant que même Ethereum, qui n'a pas du tout le même système de fonctionnement que Bitcoin, a été validé pour les ETF, est-ce qu'on peut se dire qu'effectivement d'autres cryptos peuvent sérieusement postuler pour des ETF? Alors en effet, Guillaume, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que le fonctionnement d'Ethereum se rapproche beaucoup plus de d'autres crypto-monnaies. Donc on peut imaginer que sur la structure, techniquement parlant, ça ouvre la voie à d'autres distributions. Toujours, je rappelle et je le remets encore en contexte, mais les valeurs de marché, les capitalisations de marché ne sont pas du tout les mêmes, y compris pour toutes ces autres crypto-monnaies. Donc j'allais dire, la taille du marché et les dynamiques vont pas être les mêmes quoi qu'il arrive. L'autre aspect que je pense qui est important à soulever, c'est les acteurs qui distribuent ces actifs-là. Bitcoin, Ethereum sont très décentralisés, aujourd'hui ils sont très bien distribués, il y a une forme de liquidité. Demain, pour d'autres crypto-monnaies, il va y avoir des questions qui vont se poser sur les fondamentaux et notamment les distributeurs qui vont devoir aussi s'intéresser pour savoir est-ce qu'ils sont prêts à donner une exposition à leurs clients à ces nouveaux actifs-là. Donc, ça va nécessiter une évaluation, j'allais dire, du fondamental de ces crypto-actifs pour savoir si on veut les distribuer ou pas. Et donc, certains acteurs vont certainement se positionner. Après, est-ce que tout le monde ira? Je ne pense pas. Moi, mon avis, c'est plutôt qu'à la limite, ça va se déplacer sur un panachage d'avoir des ETF qui vont peut-être combiner de l'Ether et du Bitcoin ou demain de l'Ether staké. Donc, aller peut-être sur déjà ce qui a été validé et avec des produits un peu plus complexes. Les pros des cryptos, c'est votre machine à condenser le temps et l'actualité de la semaine. Toute l'actu de la semaine en à peine 20-25 minutes. On est ensemble et vous pouvez vous retrouver aussi bien sûr sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Un signe de plus quand même de l'ouverture grandissante des États-Unis aux cryptos. La Chambre des représentants a voté cette semaine en faveur d'un cadre réglementaire
plus clair pour les cryptos. Est-ce que ça aussi, il faut y voir un signe important, un virage, peut-être même un nouveau cap américain, en tout cas une étape importante qui s'y colle là-dessus, sur cette future réglementation américaine peut-être plus claire face à la réglementation européenne qui, elle, l'est déjà claire, relativement claire en tout cas. Ouais. Je peux commencer et je serais content parce qu'on en parlait juste avant l'émission et c'est effectivement, c'était un petit peu caché derrière les ETF, mais pour moi, c'est la news la plus importante de la semaine. Hein. C'est une petite révolution qui s'est produite là côté US avec donc ce projet de loi FIT 21 qui est Finance, Innovation et Technologie pour le 21e siècle, qui a été approuvé par la Chambre, qui doit maintenant passer au Sénat. Donc c'est pas gagné. Le chemin est encore long et c'est loin d'être gagné avec les sénateurs. On a beaucoup de sénateurs qui ont une position qui est plutôt hostile aux crypto. Donc il va encore falloir batailler. Mais en tout cas, c'est une première grosse victoire. Et en plus dans la répartition. Alors côté républicain, pas de surprise, quasiment à l'unanimité c'est passé, mais surtout côté démocrate, plus de la moitié des démocrates ont voté en faveur. Donc il y a vraiment une transition qui s'est opérée. C'est un signal très fort qui est envoyé côté États-Unis, qui aura forcément un impact sur d'autres acteurs dans le monde et notamment sur le côté européen, avec beaucoup d'acteurs américains qui songeaient à quitter, d'autres qui avaient déjà quitté. On en parlait la semaine dernière avec Circle, qui est déjà en train de faire le chemin inverse. C'est en train de se passer. Les États-Unis pourraient assez rapidement rattraper leur retard et pour moi il faut être hyper vigilant à ça, c'est vraiment la grosse news de la semaine. Oui, l'Europe s'est beaucoup enorgueillie, c'est vrai, avec Mika, c'est vrai, d'être à l'avant-garde et du coup du point de vue de la réglementation peut-être plus attractive que les États-Unis où là-bas c'est un peu le Far West, voilà. Et on va peut-être sortir de ce Far West, du risque de l'aléa avec cette recommandation, cette réglementation plus claire à venir. Encore faut-il effectivement que le texte passe le Sénat. Est-ce que ce projet de réglementation marginaliserait, corneriserait davantage la SEC, le gendarme des marchés américains? Est-ce qu'il y a ça dans le projet de réglementation à venir aux États-Unis, Charles? Pour moi, les grands gagnants de cette réglementation, c'est l'écosystème crypto. Après, savoir est-ce que c'est la SEC, est-ce que c'est la CFTC qui sort, renforcée, ça c'est des questions politiques, réglementaires que je laisse aux États-Unis. C'est vraiment le grand gagnant, ça va être l'écosystème crypto. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'introduire finalement cette notion de décentralisation dans l'évaluation des actifs. Donc de ne pas partir d'un standard technique en disant c'est un NFT ou c'est une crypto-monnaie ou autre, mais plutôt de partir du sous-jacent et de savoir est-ce que cette crypto-monnaie est décentralisée ou pas, pour pouvoir savoir si elle relève davantage du régulateur de la CFTC qui régule les matières premières et les produits dérivés, ou davantage de la SEC qui elle régule les titres financiers. Donc plus c'est décentralisé, plus on va tomber sur le spectre de la CFTC, alors que plus c'est centralisé, plus on va tomber sur le spectre de la SEC. Donc ça, c'est l'idée, et moi je trouve ça hyper intéressant, et ça consacre la proposition de valeur finalement des cryptoactifs. Oui, mais la CFTC montrait un petit peu en puissance quand même face à la SEC. Voilà. La SEC un peu humiliée, enfin, franchement, ce revirement d'un coup comme ça, de dernière minute, juste avant l'échéance sur les ETF Ethereum Spot, c'est un peu étrange quand même. On sent peut-être une pression démocrate à l'approche de la présidentielle, c'est une hypothèse. Mais est-ce que Gary Gensler, l'icône de la SEC que la communauté crypto n'aime pas particulièrement, se trouve, lui en tout cas, cornerisé après cette décision? Ouais, l'éternel Gary Gensler. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il a une position très tranchée sur les cryptos que ça... C'est un client idéal pour les médias, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Faut pas réduire la SEC uniquement au jugement de Gary Gensler, mais effectivement, lui, on l'a senti quand même contrarié cette semaine. Je lui fais confiance pour ne pas abandonner le combat pour autant, et pour rebondir, la CFTC était effectivement plus enclin à accepter les cryptos, mais ça reste des régulateurs, donc ils essayent de faire au mieux en respectant les lois. Mais par contre, on s'est vraiment rendu compte cette semaine de l'importance que la politique pouvait avoir sur leurs décisions, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau aussi. Mais plus structurellement, le patron d'Uniswap, par exemple, il s'est exprimé cette semaine en plein bras de fer, lui aussi avec la SEC, pour défendre le modèle des exchanges décentralisés. Donc on est sur un autre enjeu. Mais il a expliqué, le patron d'Uniswap, que la SEC devrait désormais sans doute revoir ses définitions si elle souhaitait véritablement parvenir à encadrer cet écosystème. Ouais, il y a toujours des nuances dans une semaine positive, donc celle-là en effet en est une. Finalement, la réponse de Uniswap, juste pour rappel, c'est une plateforme d'échange décentralisé. Donc en fait, eux finalement, ils déploient du code informatique, ces fameux smart contracts, et ils ont un standard qui permet d'échanger des jetons les uns avec les autres. Et ils n'opèrent rien de ces échanges, ils opèrent juste ce code informatique qui permet de le faire. Pourquoi je prends cette analogie-là? Parce que c'est la manière dont Hayden Adams a répondu finalement à la SEC, puisque Uniswap
a reçu ce qu'on appelle une Wealth Notice de la SEC en avril dernier. Et la réponse qu'ils ont faite vise à faire cette analogie avec Internet et dire, mais finalement, les jetons, en fait, c'est comme un fichier PDF. C'est-à-dire que c'est un format de fichier. Donc après, derrière, de savoir ce que je mets dans ce fichier-là, c'est pas ma responsabilité à moi. Moi, je ne donne qu'un standard. Et il en va de même pour les smart contracts qui permettent aujourd'hui d'échanger des actifs les uns contre les autres et que Uniswap développe, mais après ils peuvent être déployés par n'importe qui, utilisés par n'importe qui. Donc c'est un standard comme le TCP/IP sur Internet est un standard pour échanger de la donnée. Les smart contracts d'Uniswap sont un standard pour échanger de la valeur. C'est exactement comme ça qu'il se défend avec cette analogie d'Internet et il dit la SEC n'a pas vocation à réguler Internet. La SEC a vocation à réguler les titres financiers. Donc c'est super intéressant comme manière de présenter le sujet. Messieurs, on a une auditrice qui réagit, elle s'appelle Nathalie, sur le fil X BFM Crypto. Nathalie, elle nous dit, vous parlez des démocrates qui, à l'approche de la présidentielle, font un geste vis-à-vis de l'écosystème crypto, mais les républicains aussi tentent d'amadouer l'écosystème. D'ailleurs, Donald Trump, nous dit cette auditrice, a annoncé cette semaine, oui c'est vrai, on l'a vu passer cette info, accepter officiellement de financer sa campagne, la campagne Donald Trump en partie en crypto. C'est très nouveau ça de sa part. Alors on l'a pas appris cette semaine, il en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais par contre c'est officiel depuis cette semaine. Bon, globalement c'est pas une surprise, hein. Donald Trump a toujours été un petit peu opportuniste et c'est son côté business aussi qui ressort. Il a compris que cette niche-là était aussi une niche de vote potentiel. Donc je suis pas sûr que Donald Trump soit un fervent défenseur de les cryptos et un fervent connaisseur de l'écosystème, mais en tout cas je pense qu'il a parfaitement conscience que c'est une niche aujourd'hui qui est pas forcément touchée par la politique et qui pourrait être une source de voix intéressante. Donc il met tout en œuvre pour que cette niche-là elle se range de son côté, donc ça fait sens. Et les amis, l'actu crypto, c'est le vendredi dans les pros des cryptos, le condensé de la semaine. Vous pouvez suivre cette actualité sur BFM Business au quotidien du lundi au jeudi avec Amaury, Amaury de Tonquédec et le club BFM Crypto, également sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Promis, dans un instant, on parlera pizza. C'est le week-end qui approche. Promis. Quel rapport entre le Bitcoin et les pizzas ? Fin du suspense dans, une minute. Auparavant, un dernier mot sur Ethereum quand même, parce que oui, c'est une victoire, ces ETF désormais validés. Mais reste la question de la décentralisation d'Ethereum, qui n'est pas pure et parfaite, cette décentralisation. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a lui-même laissé des preuves qu'effectivement, il prend à cœur ces questions autour de la décentralisation, du manque de décentralisation de la blockchain, Charles. Ouais, totalement. Alors, peut-être encore une fois prendre un petit pas de recul. La proposition de valeur principale d'une blockchain, finalement, c'est sa sécurité et sa résilience. Et donc ça passe notamment par sa décentralisation. Donc c'est pour ça que c'est un point clé qui est soulevé par Vitalik Buterin là-dedans, et notamment pour le cas de blockchain qui fonctionne en proof of stake, donc avec une preuve d'enjeu, donc le fait de devoir bloquer de la valeur pour pouvoir participer au réseau d'une certaine manière. Donc ça c'est très important, puisque si je concentre beaucoup de valeur, j'ai beaucoup de poids dans la validation et dans les transactions qui peuvent être ajoutées sur ce réseau. Et donc en fait il y a plusieurs points ou risques de centralisation autour d'Ethereum. Ça peut être au niveau protocolaire, comme je disais, sur les validateurs, donc des acteurs qui concentreraient et amasseraient beaucoup de valeur et qui du coup pourraient participer d'autant plus et censurer les transactions qui seraient ajoutées. Et également au niveau des logiciels qui vont tourner sur ces validateurs. Donc les fameux logiciels, pour les spécialistes, il y en a un qui s'appelle Get et qui a une grosse part de marché et donc qui peut poser également question. L'idée de Vitalik Buterin, en fait, pour apporter des solutions à ces points de friction et de centralisation possibles, c'est d'une part de repenser un peu la chaîne de valeur sur la manière dont on va construire les blocs, dont on va les ajouter sur la blockchain, de mieux définir les rôles, de rééquilibrer finalement les rôles entre les différents acteurs pour que dans cette chaîne de valeur, il y ait une forme d'incensurabilité sur les transactions qui sont ajoutées sur le réseau. Et l'autre aspect, c'est notamment de réduire les prérequis qu'il va y avoir pour devenir soi-même validateur. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'Ethereum, on doit avoir 32 Ethers pour être validateur. L'idée potentielle, ce serait de baisser le niveau, d'arriver à des seuils beaucoup plus bas pour que des individus puissent être validateurs, et de baisser également les prérequis techniques, de faire tourner un nœud sur un ordinateur, par exemple, ou autre chose. Donc ça, c'est les pistes envisagées. Oui, on va suivre tout ça de très très près, bien sûr, au quotidien. Et donc, cette question, est-ce que c'est votre plat préféré ? Thibaut, la pizza. Écoute, sur des semaines comme celle-ci, en effet. Parce que si la communauté crypto avait un plat national, ce serait sans doute effectivement la pizza. On a célébré cette semaine les 14 ans du Bitcoin Pizza Day, un des événements, Thibaut, iconiques de la communauté, et tout est parti d'une simple pizza. Ouais, c'est un événement commémoratif, comme on l'aime l'appeler maintenant, qui est célébré tous les ans. C'est en fait la première
transaction qui a donné entre guillemets une valeur, on va dire financière à Bitcoin. Donc une fameuse transaction où il y a 2 pizzas qui ont été achetées pour 2000 Bitcoin. Et à partir de là, on a pu donner en quelque sorte un prix à Bitcoin. Donc c'est une date qu'on aime se rappeler dans l'écosystème et que tous les ans on fête avec ce fameux Pizza Day où on a pour coutume, acteurs de l'écosystème, de se rassembler et de manger une pizza pour se rappeler ces moments-là. Oui, le livreur de pizza, là, en vendant ces 2 pizzas en échange de Bitcoin, aujourd'hui, on sait ce qu'il est devenu. On a des nouvelles? Non, pas spécialement. On imagine qu'il est multimillionnaire. Alors le livreur, je ne crois pas qu'on ait de nouvelles particulières. En tout cas, pas moi. C'est fou, quoi. Mais en tout cas, les 2 qui étaient de chaque côté de la transaction, oui, pour le coup, c'est des acteurs bien connus et pour qui ça s'est très bien passé par la suite. Ouais, dites donc. Ne jamais vendre vos bitcoins, on rappellera cette phrase, et surtout pas contre des pizzas. Pourtant, c'est une erreur qu'a faite un client, effectivement. Voilà. Une erreur, je sais pas. Heureusement que ça a été fait aussi à ce moment-là. Ça a ouvert la voie à plein d'autres choses. Donc. Ah oui, mais vous dites ça parce que c'est pas vous qui avez acheté les pizzas en les payant en bitcoin. Vous vous en mordriez les doigts, là, en l'occurrence, aujourd'hui. C'est pas faux, peut-être. Le pauvre, il va s'en vouloir. Et le livreur, où est-il? On va essayer de le retrouver, promis. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos. Charles Aubert-Couturier, membre de Blockchain Partner by KPMG. C'est toujours plus chic quand on dit bye. Merci, bye bye. Merci Charles. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Thibaut. Chaque semaine, régulièrement à nos côtés, Thibaut Boutroux pour Myria. Dans un instant, les BFM Bourse, mais surtout, retrouvez lundi, Amaury Tonquédec et ses experts dans le club BFM Crypto, chaque lundi, du lundi au jeudi à 15h sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, les pros.